Non, et puis je suis sûre que c'est vraiment intéressant ce qu'on a à dire. Mais moi, de toute façon, je suis quelqu'un de très intéressante. Je rigole, je rigole. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être présents avec nous ce soir. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de la fertilité ou l'infertilité autour de la femme, mais aussi tout ce qui peut toucher à l'homme. Et tout ce qui est autour de ce sujet-là particulièrement, parce qu'en fait, la fertilité ou l'infertilité touche énormément de sujets. Aujourd'hui, on se focalise sur la grossesse, la naissance, la difficulté de tomber enceinte, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres sujets autour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, Coralie Litzler, qui est avec nous, donc, qui est ostéopathe, spécialisée dans l'accompagnement de la femme, principalement, mais qui fait aussi d'autres choses, mais principalement dans l'accompagnement de la femme. Et puis moi, qui sors d'un cancer du sein à l'âge de 32 ans et voilà, qui redécouvre la maternité avec une grossesse une grossesse post-cancer qui n'est pas si simple et qui est un vrai sujet euh, particulier à vivre et à découvrir. Alors, bonsoir. Donc effectivement, je m'appelle Coralie. Je remercie Elodie de m'avoir permis de participer à cet événement. Donc, on peut se demander déjà qu'est-ce qu'un ostéopathe vient faire sur la fertilité. On n'est pas gynécologue, endocrinologue, on ne suit pas des patientes sur le côté médical, et pourtant, on a notre rôle à jouer. Déjà, en général, quand on parle fertilité, infertilité, on pense directement à la femme. Mais il faut savoir que dans plus de 50% des cas, au sein d'un couple hétérosexuel sur un schéma classique, dans plus de 50% des cas, l'infertilité vient de l'homme. Voilà. Aujourd'hui, il y a un couple sur 5 qui se bat contre ce problème de fertilité. Alors, on parle dans la fertilité beaucoup de l'infertilité, mais très rarement de l'hyperfertilité. Donc, je vais prendre quelques secondes pour parler de l'hyperfertilité parce que c'est une problématique. Ce sont des femmes qui prennent toutes les contraceptions possibles et inimaginables et qui finissent constamment par tomber enceintes et qui ont, malgré elles, recours à l'IVG ou après à des processus chirurgicaux beaucoup plus quand même intrusifs parce que les IVG à répétition, c'est compliqué psychologiquement et corporellement. Donc nous, on suit des femmes qui, en fait, dans le processus de fertilité, on intervient à plusieurs moments. Soit on suit des femmes lors de leur grossesse et puis lors de la naissance de leur petit bout, que ce soit des ostéos qui sont placés dans des hôpitaux, dans des maternités ou au sein des cabinets. Nous, avec ma collaboratrice, on intervient au cabinet, donc sur des postpartum, des grossesses en cours et des naissances. Et puis on a toute la partie infertilité. Très souvent, ce sont des femmes qui viennent dans deux cas. Soit elles essayent d'avoir un enfant depuis moins d'un an, parce qu'en France, on considère qu'on peut partir sur un processus médical, sur une PMA, lorsque ça fait un an ou plus qu'on essaye d'avoir un enfant sans y arriver. En deçà, ce sont des femmes qui viennent parce qu'elles ont tout essayé et qu'elles aimeraient bien qu'on leur trouve une solution pour pouvoir tomber enceinte. Et puis après, on a des femmes qui viennent dans le processus de PMA. Et là, nous, on intervient à des moments bien particuliers, notamment lors de la stimulation, lors des processus hormonaux, pour aider le corps à se défaire de tensions qui s'accumulent pour que la PMA, en tout cas le processus dans lequel il se trouve, que ce soit FIV, stimulation ovarienne, finisse par aboutir par une grossesse. On n'est pas là pour soigner l'infertilité. On n'est pas là pour dire à la femme, vous venez, moi je vous fais tomber enceinte comme ça. C'est pas ça le but. Il faut savoir que le corps, c'est une machine extrêmement puissante, mais aussi très fragile, avec des rouages. Et j'aime bien prendre cette image. Si vous pressez une éponge très fort et que vous la mettez sous l'eau, l'eau ne passera pas. Si vous relâchez la pression au niveau de la main, l'eau va s'infiltrer, l'éponge va se gonfler. Eh bien, le corps, c'est pareil, notamment toute la zone périnéale du petit bassin. D'accord ? Aujourd'hui, on parle beaucoup de congestion pelvienne. Donc, en fait, c'est des tensions qui s'accumulent au niveau du pelvis, mais aussi au niveau abdominal, au niveau thoracique, au niveau crânien. Et en fait, toutes ces tensions qui s'accumulent vont générer des pressions qui ne sont pas les bonnes au niveau pelvis et qui vont entraîner une congestion pelvienne. Et quand tout est congestionné, le liquide, les fluides ne passent pas bien, que ce soit vasculaire, que ce soit le drainage lymphatique, que ce soit les spermatozoïdes dans la chambre spermatique. Tout ça, ça va être complètement
comprimé, et nous, on est là pour redonner de la vie, pour faire diminuer les tensions, pour redonner de l'énergie sur une zone qui va peut-être être en perte de mobilité. On en a plein, des patientes qui viennent, j'en ai 2 en tête, et qui me disent je suis désespérée. Et en rigolant, je leur dis, ne vous inquiétez pas, hein, dans quelques mois, vous serez enceinte. Et c'est ce qui se passe. Pourquoi? Alors, je pense pas que je sois magicienne. Oui. Hein. Je pense que déjà, ça passe par l'écoute. On a 45 minutes à privilégier à cette patiente. Puis après, sur un suivi qui peut être un petit peu plus long. On est à l'écoute et on fait des gestes qui sont dans le sens du corps. On n'est pas là pour imprégner notre empreinte et dire aujourd'hui tu vas faire ça, comme un traitement hormonal où on booste parce qu'il faut que le corps il fonctionne. On est là pour l'écouter, lui redonner de la mobilité. Si par exemple c'est une patiente qui va montrer extrêmement beaucoup de stress, beaucoup de tension, on n'est pas là pour l'arriver, hop hop hop, on te fait craquer dans tous les sens et ça va. Non, on est à l'écoute du corps. En tout cas, moi c'est ce que j'aime faire dans mes consultations. Et en étant à l'écoute du corps et avec les bonnes manipulations, en relâchant le corps, on arrive à relâcher les tensions qui peuvent être parfois à l'origine d'une perte de fertilité. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup d'infertilité inexpliquée dans les couples. On ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de problème chez la femme, pas de problème chez l'homme. Mais il subsiste quand même un problème puisque la femme n'arrive pas à tomber enceinte. Donc, on suspecte un facteur environnemental, un stress, une qualité de vie qui n'est pas la bonne. Et donc, on est là pour accompagner les patientes et parfois les patients, parce qu'on a aussi des fois les maris, c'est plutôt rare, mais parfois on a les maris qui viennent pour dire, voilà, aujourd'hui ma femme, elle est en processus de PMA, elle vit des examens et des traitements qui sont très lourds, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Est-ce que moi, de mon côté, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi un début de formation avec un grand ponte de l'ostéo, monsieur Renzo Molinari, qui lui s'est spécialisé dans la santé de la femme, qui travaille à Londres et qui travaille beaucoup sur ces messieurs aussi. Et en développant des techniques sur tout ce qui était les canaux spermatiques, il a réussi alors sur quelques patients, on n'est pas sur des milliers de patients, mais si on réussit sur quelques, on peut réussir sur beaucoup, à redonner une qualité spermatique, un nombre de spermatozoïdes beaucoup plus conséquent dans les spermogrammes. Pourquoi? En relançant en fait l'état fluidique du corps, en relançant, en décontractant, en décongestionnant des zones qui étaient complètement, si je devais donner une image, repliées sur elles-mêmes. Et du coup, en redonnant cet état de bonne énergie, de bonne santé, en aidant le corps à se relancer sur sa mécanique, on peut permettre d'avoir une amélioration au niveau de la fertilité. C'est pas 100% des cas, c'est pas 100% des patientes. Encore une fois, on n'est pas magicien, on n'est pas énergéticien, on n'est pas, comme certains diraient, marabout, ou voilà. On est là pour aider, d'accord? Vous avez un rouage qui manque d'huile, vous remettez de l'huile, le rouage repart. Et ben nous, on est la main qui remet l'huile, hein, pour relancer ce rouage et permettre au corps de bien fonctionner. Voilà, la principale place de l'ostéopathe. On est aussi là pour redonner un petit peu d'empathie dans des suivis qui en manquent, d'être à l'écoute, parce qu'au-delà des processus de PMA, au-delà de n'importe quel processus médical, eh bien, aujourd'hui, on a de moins en moins d'écoute des patientes qui font des fausses couches précoces, parce que faire une fausse couche précoce, c'est pas grave. Parce que on entend certains praticiens qui vont dire de toute façon, votre enfant, il avait une malformation, il vaut mieux qu'il parte. Non, on est une maman, un papa, on est une femme, un homme. Chacun ressent les choses à son niveau. Et il y a des femmes qui vont bien vivre, d'autres qui vont pas bien le vivre, des papas qui vont bien le vivre et d'autres pas bien le vivre. Et nous, on est là aussi pour accompagner. On n'est pas psychologue, il faut savoir aussi réorienter. Et moi, je suis la première à dire qu'il faut savoir réorienter vers les bons praticiens, psychologues, psychiatres, kinés, médecins. Voilà, il faut savoir où son champ de compétences s'arrête, mais on est aussi là pour encadrer le patient et lui donner le temps dont il a besoin. Il y a des séances où le patient, pendant 45 minutes, il va parler, parler, parler. C'est OK, en fait. Alors, quand il parle, je leur dis en général, venez sur la table, on continue la discussion pour que moi, je puisse le traiter pendant que lui relâche aussi ce qu'il a relâché. Et on sait que quand on vide son sac, on s'enlève un poids sur les épaules et du coup, les choses vont un petit peu mieux. Encore une fois, on n'est pas psychologue et on ne se prétend pas être ce qu'on n'est pas. Hein. On est là pour le patient. Aujourd'hui, on a un panel de techniques qui est très efficace. Et si on prend des techniques classiques d'ostéopathie et qu'on regarde la biomécanique, donc l'application de ces techniques sur la biomécanique du corps,
c'est ce qu'on pourrait dire un CQFD. On a une hanche qui bouge pas bien, on a un bassin qui bouge pas bien à droite, on va avoir un syndrome des ovaires polykystiques, on va avoir de la fibrose, des cicatrices de césarienne qui ont fibrosé, qui ont créé des adhésions. Eh bien, si on relâche ces tensions, si on diminue la tension sur ces zones, ça ne peut qu'aller mieux quand on fait bien son travail et qu'on prend en compte la douleur et le patient dans sa globalité. L'ostéopathie, c'est aussi ça, c'est prendre le patient dans sa globalité. Considérer que c'est un humain, un être humain avec une famille, une vie, souvent jeune, c'est ça. la plupart du temps, si on parle de fertilité. Et puis parfois, on a des femmes qui se retrouvent après 40 ans, qui sont chefs d'entreprise, qui ont beaucoup voyagé, qui ont rencontré leur conjoint ou leur conjointe tard, et qui décident de vouloir un enfant tard. Et là, mais madame, vous êtes trop vieille. Alors, on est là pour, je ne critique pas dans le sens où un médecin est là pour aussi parler de risques, mais pourquoi est-ce que dans certains pays, on dit oui et d'autres non? Pourquoi les normes sont tellement différentes? Maintenant, une personne qui est en pleine conscience des choses positives et des risques, si elle décide d'avoir une grossesse et de terminer ce processus, on doit l'écouter, on doit savoir pourquoi. En sachant qu'en France, légalement, l'accompagnement en PMA, en FIV, n'a le droit d'être réalisé que jusqu'à ses 43 ans révolus. C'est-à-dire que le jour de ses 44 ans, à partir de ce jour-là, l'accompagnement médicalisé n'est plus possible. Ou sinon, ça vous coûte des fortunes, il faut aller à l'étranger. J'ai une patiente, ça fait 15 ans qu'elle est en FIV. Elle a arrêté de travailler parce que les processus hormonaux la fatiguent énormément. Elle rêve d'être maman et tous les médecins lui disent écoutez, vous êtes en train de foutre votre vie en l'air, reprenez votre vie, arrêtez le désir de vouloir un enfant et profitez, il y a autre chose dans la vie. Mais quand on a l'instinct, qu'on a voulu toujours être maman, on ne peut pas passer à autre chose. Et après, la fertilité, ça touche à plein de choses, c'est-à-dire comment se déroule une grossesse. Là, on vous dit aujourd'hui, être enceinte, vous n'êtes pas malade. Je vomis, je fais de l'hypertension, du diabète, de la rétention d'eau, tout ça, Des c'est quand même sciatiques. des sciatiques. Tout ça, c'est quand même des choses qui s'apparentent à de la maladie. Alors certes, on n'est pas mourante, quoiqu'il y a des femmes qui font des prééclampsies et qui risquent leur vie pour avoir un enfant, parce que la prééclampsie peut être génétique dans certaines familles, donc il faut aussi prendre ça en compte. On a un suivi qui est très médicalisé, beaucoup de stress. Et aujourd'hui, on vous dit, mais être enceinte, c'est normal. Il faut arrêter. Vous êtes une femme, vous êtes faite pour concevoir. Moi, je pars du principe que toutes les femmes n'ont pas un corps pour concevoir, parce qu'elles peuvent rencontrer des difficultés, comme toutes les femmes ne sont pas faites pour allaiter. Ça, c'est aussi un sujet où on va vous dire, mais si, vous prenez telle chose naturelle, vous faites ça, et vous allez avoir la lactation. C'est pas vrai. Donc, on crée de la frustration, on crée des complexes chez des femmes qui devraient être fières d'elles, en fait, qu'on réussisse ou pas à avoir des enfants. Sans parler aujourd'hui de tout le, la complexité lorsqu'on est un couple homoparental et qu'on décide d'avoir un enfant, on rentre encore dans un autre circuit. C'est pour ça que là, je parlais vraiment des couples hétérosexuels classiques, parce que dans leur cas, c'est très complexe et encore là, il n'y a pas forcément un accompagnement juste et empathique. En tout cas, nous en ostéopathie, en tout cas moi, ma vision des choses, c'est que une patiente, qu'on l'ait vue une fois ou 50 fois, on la traite de la même manière. Qu'elle vienne qu'une fois ou que ce soit une habituée du cabinet, on la traite de la même manière. Si elle est venue qu'une fois, c'est qu'elle se sent peut-être pas prête à poursuivre le traitement. Si elle vient 50 fois alors qu'elle a tout qui va bien, c'est peut-être qu'elle a juste besoin. Et dans ce cas-là, ok, on est là, on écoute et on discute avec elle de, voilà, on peut peut-être espacer les séances, on peut peut-être, parce que je suis encore une fois pas psychologue, mais les patientes, quand elles se sentent englobées, confortables, en confiance, elles ont envie de vous écouter. J'en parlais tout à l'heure avec ma collaboratrice. Me suis très souvent posé la question de lorsqu'une patiente vivait quelque chose que j'avais vécu, est-ce que c'était juste de lui faire part de mon expérience, parce qu'on est là pour écouter le patient, pas pour se plaindre de nos propres expériences. Et un soir, très tardivement, vers 20h45, j'ai une patiente qui arrive, donc c'est le soir, on a la journée qui s'est déroulée, et c'est en général, c'est une patiente que j'apprécie beaucoup, qui justement était venue me voir dans le cadre d'une infertilité. Ça faisait 7 mois qu'elle essayait d'avoir un enfant, enfin de tomber enceinte. Et tous les médecins lui disent, madame, vous êtes en surpoids. Tant que vous ne perdrez pas de poids, vous êtes obèse, vous n'aurez pas d'enfant. Bon, très bien. Cette jeune femme passe sa vie à s'occuper d'enfants autistes. Donc, elle a un quotidien qui est assez dur parce que l'autisme, c'est pas facile à gérer, surtout en tant qu'éducateur.
Et en fait, on fait une séance et elle tombe enceinte. Le mois d'après, elle revient me voir, elle est enceinte. Malheureusement, elle a fait une fausse couche précoce et elle s'est pas sentie du tout encadrée. Donc, elle est venue pour faire une séance pour aider son corps à relâcher des tensions, des stress qui avaient causé cette fausse couche. Et je décide de lui parler de mon expérience parce qu'il est tard, parce que je suis fatiguée et je me dis, on s'entend bien. Donc, je lui explique que j'ai fait 2 fausses couches, une entre chacune de mes grossesses. Et là, la patiente se relâche complètement, mais complètement, hein. Ça a été drastique sous mes mains. Elle me demande de lui raconter un peu comment j'ai vécu la chose, etc. Donc, je lui explique. Je me laisse aller dans les détails parce que je vois qu'elle en a besoin. Et en fait, elle m'envoie un message après la séance. Elle me dit merci. Je me suis sentie moins seule. Grâce à ton expérience, ça m'a fait du bien parce que j'ai eu l'impression de me sentir D'avoir, soutenue et de voir de que pas ce être que je seule. ressens, voilà, c'est pas individuel. On a tous une manière de ressentir les choses, peu importe le mot. Il y a une personne qui va très bien vivre sa lombalgie et une autre pas du tout bien. Une personne qui va souffrir depuis 15 ans de maux de tête et qui va s'en satisfaire. Quelqu'un qui fait une migraine par an et chez qui ça va être intenable. Voilà, l'ostéopathie, c'est ça aussi. Et parfois, c'est bien de transmettre justement son aventure, ce qu'on a vécu, pour aider les patients et pour qu'on se dise, OK, on est tous dans le même sac, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'entraider? Parce que en tant que praticien, les patients nous aident aussi beaucoup, parce qu'ils nous inculquent des histoires, ils nous permettent de faire notre main, parce que tout le monde est différent. Ils nous apprennent beaucoup d'humilité, parce que c'est grâce à eux qu'on pratique, c'est grâce à eux qu'on vit, c'est grâce à eux qu'on peut expérimenter plein de choses. Quand j'ai expérimenté, c'est vivre plein d'émotions et de choses différentes dans notre métier, parce qu'on n'expérimente pas sur les patients, hein. Pourquoi j'ai choisi pas de me spécialiser, parce que j'aime pas ce mot. Spécialiser, ça veut dire que on est dans une unique chose et on ne fait que ça. Au cabinet, on reçoit toutes sortes de profils et c'est ça qui est génial. Mais c'est vrai que j'ai décidé de beaucoup me former sur ce sujet, tout simplement parce qu'il y a un manque. Et parce qu'il Déjà, est extrêmement complexe c'est ça, et il est grand. très large. Et encore là, je suis en train de faire une formation sur 1 an et demi parce que je suis friande d'encore plus de savoir, parce qu'on a des gens qui ont un savoir magnifique et qui le transmettent, donc c'est important. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, la santé de la femme, c'est très complexe. On n'est pas, enfin voilà, vous avez une femme qui vient pour des douleurs de règles, on va vous dire c'est normal. Non, c'est pas normal. Dans quelles conditions c'est normal? Quelle est la barrière? Quelle est la règle qui dit que là c'est normal, là c'est pas normal? Par exemple, si on prend l'Angleterre, c'est un des pays qui pratique le plus d'hystérectomie sur des femmes extrêmement jeunes, des femmes même de la vingtaine, parce qu'à partir du moment où on a tout essayé et que on n'arrive pas à soigner les douleurs périnéales d'une jeune femme, c'est que c'est l'utérus. Et ils se sont rendus compte que on enlève l'utérus, mais que les douleurs persistent. Alors ça vient d'où du coup si c'est pas utérin? Et justement, lors de ma dernière formation, on a pu voir, alors ça c'était incroyable, hein, des photos. Donc on le voit, hein, c'est un médecin qui a fait ces scanners, ces différents examens complémentaires. Et du coup, la patiente le ramène à son ostéo. Et en fait, c'est une jeune femme qui souffrait énormément et ils lui ont trouvé des cellules précancéreuses, mais vraiment à la limite, limite. Ils lui ont dit, écoutez, hystérectomie, il n'y a pas de choix. Et donc, elle a décidé de poursuivre un suivi ostéo pendant 6 mois, en accord avec le médecin qui l'a suivi, parce qu'elle ne voulait pas d'hystérectomie. Et après 6 mois de traitement ostéo, on s'est rendu compte, grâce à ces imageries, donc visiblement, que les cellules précancéreuses avaient pratiquement disparu. Pourquoi? Parce qu'on a relancé Le la renouvellement machine. cellulaire. On a relancé voilà, le renouvellement cellulaire en relançant la machine, en permettant que les fluides circulent. Et quand les fluides circulent, ça draine et ça permet à des zones qui étaient en perte de vie, en fait, c'est ça. Et du coup, on se dit, c'est un peu de magie quand même. Et le corps, de toute façon, est magique. Oui. C'est-à-dire qu'il peut s'auto-soigner. Ouais. Aujourd'hui, on prend beaucoup de médicaments, les maux de tête, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui ne nécessitent rien. De toute façon, la base de l'ostéopathie, c'est l'autorégulation du corps. C'est la première chose qu'on vous apprend. Vous êtes les mains, vous relancez la machine. Si la machine ne veut pas se relancer, elle ne se Elle sera. relancera pas. Euh, je vais finir par ce cas-là. Dans mon école, on a fait un stage dans un hôpital assez connu et notamment en service de cancérologie. Et on avait des profils de toutes sortes. On avait des gens qui étaient en rémission, des gens qui se battaient contre le cancer et des gens qui étaient
en fin de vie, voilà, qui était en service, j'ai perdu mes mots, palliatif. Palliatif. Et en fait, c'était fou. Selon la personne qu'on traitait et l'étape dans laquelle elle se trouvait dans son cancer, on n'avait pas du tout la même réponse. J'ai une dame qui était en rémission, elle pétait la forme, elle était très contente, elle avait un certain âge, hein, alors que son appartement venait de brûler. Hein, donc elle était cancer, incendie d'appart, et elle arrive à la consultation d'ostéo, et on sent que ça bouge, que c'est vivant. Et à contrario, j'ai un monsieur qui était en soins palliatifs, on n'aurait pas dit, puisqu'il était bien portant, on aurait croisé dans la rue, on se serait dit qu'il n'avait pas de signe de maladie. Et quand on mettait les mains, c'était dur. Le corps, s'était dit de toute façon, c'est terminé, exactement, c'était figé. Et peu importe qui je suis, peu importe les techniques que j'applique sur ce corps, il ne veut pas entendre. Donc c'est pas moi qui vais relancer un corps qui n'a pas envie d'entendre. Et donc c'est là où on dit, c'est mon travail, mais c'est aussi le travail du patient. C'est-à-dire que le patient, il doit faire sa partie du travail. Donc il y a des parties de travail qui sont plus faciles à faire. Il faut arrêter de dire à une femme qui essaye de tomber enceinte, arrêtez de penser à avoir un bébé. Alors, je me pique tous les je ne sais combien, j'ai une hormonothérapie, j'ai des rendez-vous médicaux je ne sais combien de fois par mois, je suis obligée d'y penser. Il faut savoir écouter les patients. On a bon nombre de patients qui arrivent, vont écouter, je viens parce que j'ai mal au dos, je sais, je suis gros. Oula, on va pas commencer comme ça. Et quand vous êtes une femme et que vous essayez de tomber enceinte et que vous êtes en surpoids, c'est la première chose qu'on va vous dire. Vous êtes trop grosse, perdez du poids. Donc non seulement la personne psychologiquement est déstabilisée parce qu'elle n'arrive pas à faire un enfant, chose qui est normale. Mais en plus de ça, c'est de sa faute. En plus de ça, c'est de sa faute. Et en plus de ça, il faut qu'elle se mette la pression pour perdre du poids. Parce qu'on vous dit, mais quand vous allez enceinte, vous allez peser combien, madame? Voilà. Alors je dis, mais vous avez fait des examens sur la thyroïde? Non. Ah tiens, hypothyroïdie, hyperthyroïdie, dérèglement hormonal. Ok. Ah tiens, syndrome ovaire polykystique. Il fallait peut-être chercher par là avant. Donc, il y a tellement de facteurs possibles. On parle aussi beaucoup d'endométriose. Ça, c'est un vrai sujet à part entière. C'est une des maladies du siècle, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui sont touchées par l'endométriose. Et la problématique de l'endométriose, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment les cellules d'endométriose, enfin, comment les cellules qui migrent, en fait. Exactement. C'est-à-dire que nous, on a des patientes qui ont des cellules d'endométriose au niveau, qui ont des cellules d'endomètre au niveau de l'épaule, au niveau du diaphragme. Comment est-ce que ces cellules migrent? Ces cellules qui sont censées être enfermées, entre guillemets, comment elles font pour migrer? Et c'est des femmes qui ont souffert des années et des années avant qu'on les prenne, qui ont subi souvent des errances médicales et qui se retrouvent face à se dire, ok, mais là, du coup, je fais quoi? Parce que, en fait, ma maladie, elle m'empêche de bien aller au travail, elle m'empêche de ma vie quotidienne, elle m'empêche d'être heureuse, parce qu'avoir mal, ça rend pas heureux. Hein. Et ça dure des années avant qu'on le diagnostique aussi. Alors, il y a des hôpitaux, comme un hôpital sur Paris qui est renommé aussi, qui prend en charge, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un circuit. Quand vous appelez, si vous avez déjà des imageries, ils vous font passer directement chez le gynécologue. S'il n'y a rien, ils ont fait d'abord les imageries, etc. Sauf que c'est blindé, en fait. C'est des hôpitaux qui n'ont plus de place et qui demandent que ça. Hein, parce qu'il y a des thérapeutes qui se spécifient dans l'endométriose, donc qui ont créé le réseau Resendo notamment, qui se spécifient dans ce réseau et qui permettent à des territoires, à des départements de mettre en place des petits circuits avec des spécialistes ou des praticiens spécialisés en endométriose, mais avec le désert médical et la problématique des praticiens de santé aujourd'hui, on n'arrive pas à mettre ces réseaux en place. On entend de tout aujourd'hui. Pourquoi est-ce que... Enfin voilà, vous avez une jeune fille qui a mal au ventre, on lui colle la pilule. Bah, si je peux me permettre de faire... c'est vraiment la passerelle avec ce que je voulais aussi partager. Donc il y a 4 ans et demi maintenant, donc j'avais le sein qui s'endormait la nuit, comme quand vous vous endormez sur votre, enfin comme votre bras s'endort et que ça vous réveille la nuit et que vous vous dites bon bah faut que ça recircule, ça me faisait pareil dans le sein. Et donc je fais mon contrôle annuel chez mon gynécologue et il me dit écoutez, c'est rien du tout, mais faites une échographie de contrôle pour vous rassurer. Au moins, il m'a proposé une échographie, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gynécos qui considèrent que les douleurs de sein à 30 ans, c'est normal. Je fais une échographie 2 mois après, les vacances passent, je fais l'échographie et là, on me dit bon, alors déjà dans la salle d'attente, on me dit bah vous êtes là pourquoi?
Bah, je fais, bah, pour une échographie mammaire, j'ai mal au sein. Petit rictus sur le coin de la bouche. Et là, elle me prend et elle m'analyse côté droit. Bon. Et elle reste au moins une demi-heure. Je dis quand même une demi-heure pour une échographie, ça fait beaucoup. Elle me dit, on va passer de l'autre côté, on reviendra après. Elle passe de l'autre côté, elle me dit, ok, 3 minutes, ça va. Elle repasse à droite et elle me dit, écoutez, on va faire une mammographie. Je me dis, écoutez, attendez, j'ai 32 ans. Je vais pas faire une mammographie. Si, on va faire une mammographie. En fait, on va faire un IRM aussi et une biopsie. Je fais, écoutez, on est au mois de septembre, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée de travail, j'ai plein de choses à gérer, j'ai pas le temps. Elle me dit, si, vous allez prendre le temps. Et donc là, je prends le temps. Une semaine après, je fais mon IRM, ma biopsie. Et là, j'attends 3 semaines, un mois. Et mon gynéco qui m'appelle, il me dit, écoutez, j'ai toujours pas les résultats. Je comprends pas. Vous avez reçu, vous? Je fais, bah, non, c'est censé arriver chez vous. Moi, j'ai rien reçu. Et là, il m'appelle un vendredi soir. J'étais dans le bus en train de rentrer chez moi et il me dit, faut qu'on se voit. Je fais, bah, écoutez, je prends un rendez-vous. Il me dit, non, faut qu'on se voit. Demain, j'ai les échographies toute la journée. Lundi, je travaille pas. Mardi matin, on se voit à 9h. Ok. Et là, on se voit et je lui dis, pas terrible. Il me dit, c'est pas terrible. Il dit, voilà, vous avez des points positifs et des points négatifs. Point négatif, vous avez des tumeurs. Vous avez un amas de tumeurs, 14 tumeurs qui se baladent dans votre sein. Je fais, ok. Ça implique quoi? Bah, ça implique un cancer. Un cancer à mon âge? Ben oui, c'est possible. Et malheureusement, on en découvre de plus en plus. Mais il y a souvent un facteur génétique. Est-ce que vous avez des antécédents? Oui, ma tante, ma grand-mère, même lignée génétique. Bon, on va faire les tests génétiques aussi. Très bien, parce que vous avez une fille. Oui. Bon, ben on va faire tout ça. Il s'est avéré qu'il n'y avait rien de génétique, en tout cas pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Et là, comment se diriger, qui contacter? Complètement perdu, même si j'avais entendu parler du cancer et que oui, quand ma grand-mère elle a perdu ses cheveux, j'étais avec elle pour la perruque, mais on est tellement loin de la réalité quotidienne. Je lui dis, vers qui je me tourne? Vous connaissez un oncologue, vous? Et en fait, il me dit, je connais un chirurgien qui fait de la reconstruction, donc lui pourra vous aider. Je vais le voir. Et là, il me met en relation avec une oncologue. Et là, en fait, on me dit, voilà, il faut absolument rentrer dans le processus all inclusive. Vous êtes jeune, faut attaquer. Parce que ça peut être, plus c'est jeune, en fait, et plus c'est agressif. Donc, il faut y aller. Et là, bon, petite descente aux enfers, j'arrête de travailler. Et là, j'ai 2 semaines pour préparer mon avant-chimiothérapie. Qu'est-ce que c'est? L'avant-chimiothérapie, en fait, la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie et l'hormonothérapie qui est derrière vous impactent toutes les cellules du corps. Sachant que les cellules ovariennes, les ovules, sont les cellules les plus petites de votre corps. Donc, elles ont un très grand risque d'être attaquées par les chimiothérapies. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la préservation de la fertilité. Et moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Et aujourd'hui, il y a des choses assez fabuleuses qui existent, que j'ai découvert à ce moment-là. On a quoi? Aujourd'hui, on peut vous prélever des ovules, des ovocytes. Très bien, on les prélève et on les congèle. Bon, il y a quand même une ovule sur 3 qui meurt à la décongélation. Et avec un peu de chance, une ovule sur 3 qui passe le cap de l'embryon. Bon, mais ça, on vous le dit pas. De toute façon, le métier du médecin, c'est quoi? C'est de vous soigner. C'est du curatif. On voit pas ce qu'il y a après. Déjà, si vous vous soignez, on voit après ce qu'on peut faire avec le reste, avec ce qui reste de votre corps, déjà, si ça va. Il faut rester en vie, et puis après, on verra si vous pouvez avoir des enfants. C'est le cadet. En fait, après, en même temps, en tant que médecin, le but, c'est de vous sauver la vie. Mais il y a le autour. Exactement. Surtout quand on a 30 ans. La question se pose moins quand on en a 60. Mais ce sont des cancers jeunes qui sont rares. Et donc, les médecins n'ont pas encore appris à parler à des femmes jeunes ou à des hommes jeunes. Et donc, le premier système, surtout quand vous avez un cancer qui est hormonodépendant, donc qui se nourrit de vos hormones, à 32 ans, on est juste en plein voilà, le corps en produit pas mal. Et donc, on vous dit, on va vous faire un prélèvement en plus, mais très rapide, sous anesthésie générale,
Et en plus de ça, ben, sans traitement hormonal. Donc on trouve ce qu'on a en fait. On prend ce qu'on a, vous avez une chance, et puis on prend ce qu'on a. J'ai eu la chance de pouvoir en congeler 3. En moyenne, c'est à peu près ce qui se congèle, entre 1 et 3 ovules. Et là, on me dit, mais vous avez d'autres possibilités quand même. Je fais, ah bon, à part ça, bah, vous pouvez faire un embryon. Donc, on vous prélève les ovocytes. Au lieu de les congeler tout de suite, avec votre conjoint, on peut faire un embryon. Je fais, écoutez, je croyais que congeler les bébés, c'était interdit. Et en fait, ils me disent, mais non, en fait, les embryons se congèlent très bien. Et j'ai appris qu'ils se congelaient même beaucoup mieux parce qu'ils étaient bien plus forts que l'ovule tout seul. Et ça, on vous le dit pas non plus. Donc bon. Et puis on congèle un embryon sans savoir qu'est-ce qui va advenir de nous finalement. Exactement. Donc comment congeler un embryon quand votre conjoint, lui, tout ce qu'il voit, c'est que bah il sait pas s'il va vous avoir avec lui le reste de sa vie. Et comment imaginer congeler un embryon et se dire bah ce sera un bébé avant cancer. Enfin c'est psychologiquement il y a quand même ça induit un cheminement qui est un cheminement et puis c'est long. Mm. C'est long parce qu'il faut que ce soit à un certain moment parce que plein de choses et puis combien de temps il va être congelé cet embryon. Bref. Et donc, là, on vous propose une 3e solution. On vous enlève un ovaire. On le congèle. On le congèle. Et on vous le regreffe après traitement. Et là, je dis, bon, bah, je crois que je suis pas prête. C'est extraordinaire, hein. C'est vraiment extraordinaire. Vraiment, je trouve que la médecine a fait des progrès absolument extraordinaires. Mais psychologiquement, on vous enlève une partie de votre corps et on vous dit, on vous la regreffe quand vous en aurez besoin. C'est quand même assez dingue. Et ils sont sûrs qu'après, l'ovaire fonctionne parfaitement? Et apparemment, alors c'est assez rare qu'ils l'aient fait, mais le peu d'expérience qu'ils ont eu là-dedans est quand même très, très, très c'est comme positive. Les greffes d'utérus maintenant. Peut-être qu'un jour, on aura le droit de donner ses ovaires et de permettre à des femmes qui, elles, veulent des enfants, d'avoir des enfants. C'est génial. Alors, on a le droit de donner les ovocytes. Même, en fait, même si, par exemple, comme je disais tout à l'heure, 43 ans révolus, on n'a plus le droit de faire de FIV. Donc, en fait, les ovocytes que vous auriez pu congeler ne peuvent plus être utilisés pour vous. Donc, vous avez le droit soit de les détruire, soit de les donner pour la recherche, soit de les donner à d'autres femmes qui sont en manque d'ovocytes ou qui n'ont pas des ovocytes assez... je m'y connais pas grand-chose, mais voilà, assez mûrs. Après, c'est encore un cheminement quand vous avez essayé d'avoir des enfants une bonne partie de votre vie, qu'on vous dit que vous êtes trop vieille, clairement c'est ça, hein, et qu'on vous dit mais donnez vos ovocytes, donc donnez pour certains une partie la chance que vous n'avez pas pu avoir. Oui, et puis votre matériel génétique en fait. Donc chez des personnes en dehors du cercle médical, et même pour le cercle médical, c'est un peu là, c'est très enfantin ce que je veux dire, mais c'est la moitié de leur bébé en fait. C'est génétiquement parlant, c'est ce qui aurait pu donner leur enfant. Donc là encore, il faut avoir un cheminement psychologique accompagnant. Et une force, parce que en général, quand ce cas-là arrive, c'est que si c'est le cas d'un cancer, par exemple, ça veut dire que vous avez subi beaucoup d'autres choses derrière. Donc prendre ce genre de décision, est-ce qu'on a envie... C'est un deuil. C'est un deuil, c'est un vrai deuil. Et il peut y avoir plusieurs ovocytes, plusieurs embryons aussi. Et là, c'est un cheminement psychologique extrêmement difficile. Ouais. Et du coup, tu as été voir ce fameux chirurgien reconstructeur. Lui, il m'a juste basculé chez une oncologue, une femme avec qui ça s'est très, très, très mal passé, très, 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 très mal passé, j'ai souvent dit que j'étais à ce moment-là un gros chèque de la Sécu et un gros bout de viande avariée pour elle. En gros, tout ce qui l'intéressait, enfin, elle était totalement déconnectée de ma réalité, qui était une réalité d'une femme qui avait un enfant en bas âge, 3 ans, ma fille, une vie de couple. On venait d'acheter une maison, donc un crédit qui avait démarré depuis à peine 1 an. Un travail qui m'animait. Enfin, moi, j'adore travailler. Je suis vraiment une vraie femme active. C'est quelque chose qui me fait vivre, qui me fait vibrer. J'ai un métier que je passionne. Et c'est vrai que tout ça mis bout à bout, où ça s'arrête net, et là, on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer, en fait? On n'arrive même plus à savoir nous-mêmes ce qui va se passer. On n'a plus aucune visibilité. On ne peut plus prendre de recul sur rien, plus rien anticiper. On vit au jour le jour.
Et les médecins, d'ailleurs, dans l'oncologie, le disent. On démarre là, et puis on verra. On verra quoi? On verra votre corps, comment il réagit, les médicaments, comment ils réagissent, si ça fonctionne pas. Chaque cancer est différent, donc il y a des cancers qui sont plus faciles que d'autres à accompagner. Je fais OK, mais moi, mon métier, c'est de rénover des bâtiments. Moi, j'ai besoin d'un planning. Faites-moi un planning. Et il me dit, bon, alors, là, vous avez déjà 6 mois de chimio. Vous avez 3 chimios, dont une qui est une thérapie ciblée qui va durer pendant donc 17 fois fois 3 semaines, c'est à peu près 1 an et demi. Je fais OK, très bien. Il me dit, après, vous avez la chirurgie. OK, si je veux pas la chirurgie, en fait, si vous deviez choisir un seul des traitements, ce serait la chirurgie. Je fais OK, c'est pas que je veux pas, mais moi, j'ai pas de cicatrice. J'ai jamais été malade. Et j'aimerais savoir si je peux vraiment l'éviter. Et là, ça a été aussi une négociation. Ah, bon, c'est le sein. Est-ce que je peux garder mon mamelon? Est-ce que je peux garder la peau du sein? Est-ce que vous pouvez enlever que l'intérieur du sein? 3 semaines de négociation. Limite, ils ont failli me demander de venir défendre mon propre corps. L'application, le découpage de mon propre corps, en fait, en comité. Parce qu'en fait, parce que, comme il me l'a dit, il m'a dit 99,9% des chirurgies, c'est on enlève, basta. Point barre. Le problème, c'est que parfois, ils sont face à des chirurgiens, des médecins, des oncologues, peu importe la spécialité, qui voient ça toute la journée. Et c'est pas pour les défendre, parce que c'est pas humain de faire ça. Mais quand on voit la maladie toute la journée, on est obligé de se blinder. La maladie est malheureusement des maladies qui finissent souvent avec la souffrance. Par la souffrance et par la mort. C'est-à-dire que ils ont quand même une pression sur les épaules, enfin un poids sur les épaules assez phénoménal. Après, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aussi parfois les remettre à leur place. C'est ce que j'ai fait avec ma première oncologue qui m'a rappelé 2 jours après que je l'ai vue et qui m'a dit, sa secrétaire, parce qu'elle ne prenait pas le téléphone, c'était trop bas pour elle. Sa secrétaire m'appelle, elle me dit, écoutez, on va avancer les chimiothérapies. Et à ce moment-là, je lui dis, c'est hors de question, parce qu'en fait, moi, vous m'avez donné 2 semaines d'examen. Déjà, j'ai dû prendre les rendez-vous à votre place parce que vous n'avez pas été foutu de le faire. Va prendre un IRM cérébral, une échographie cardiaque ou des trucs comme ça en 2 semaines. C'était quasi impossible. Je pleurais au téléphone, les cardiologues, je vous en supplie, prenez-moi. Je commence une chimio dans 2 semaines. Elle n'a rien fait de son côté. Et là, elle me dit, non, mais il faut quand même commencer avant. Et je lui dis, écoutez, je commencerai pas, il faut que je fasse ma préservation de la fertilité. Je veux des enfants et j'aurai des enfants après mon cancer. Je vais m'en remettre. Donc, je veux terminer ce processus-là avant de commencer mes chimiothérapies. Et tu as utilisé ces ovocytes ou est-ce que ça a été... Oui, en fait, j'ai fait un autre prélèvement et après, ils ont regroupé ce qu'ils ont prélevé et les anciens prélevés, décongelés donc, et ils ont fait des embryons avec ce qui pouvait rester. Et je crois que sur 3 embryons, et j'ai fait une FIV, parce que c'est très très compliqué de tomber enceinte après une chimiothérapie particulièrement, parce que la réserve ovarienne rétrécit drastiquement, vite diminuée. Elle a été divisée par 4, donc c'est pas impossible, c'est juste pas terrible. Très difficile. C'est beaucoup plus compliqué en fait naturellement. Et donc cette secrétaire qui est au téléphone, elle me dit, mais attendez, vous voulez pas vous soigner? Je fais, non mais on nage dans le délire là. C'est pas que je veux pas me soigner, je veux vous me laissiez les 2 semaines. Non mais déjà. Secrétaire. Voilà. Et elle me dit, non mais il faut absolument parce que c'est une question de quota. Et là, j'avais rendez-vous avec l'anesthésiste 2 heures après. Et là, je monte en pression. Je lui dis, mais vous foutez de ma gueule. Je viens d'apprendre que j'ai un cancer. Vous voulez, ma vie est chamboulée et vous me dites que vous voulez que je commence plutôt pour une question de quota. Mais moi, derrière, je suis quoi? C'est même plus un numéro que je suis un bout de viande. Et là, non, mais j'aurais peut-être pas dû. Je fais, non, vous auriez peut-être pas dû, non. Et 2 heures après, je vois l'anesthésiste, justement, pour le porte-à-cap, pour le cathéter sous la peau, là où on fait les chimiothérapies. Et il me dit, écoutez, votre tension, elle est assez élevée. Je fais, ne vous inquiétez pas. Je suis remontée. Je suis extrêmement énervée. Je lui raconte, il me dit, ah oui, quand même. Et là, en fait, donc non, à un moment donné, j'ai mis tous les papiers en place, j'ai fait tous mes rendez-vous. Au bout de 2 semaines, j'étais absolument rincée. Je dis à mon mari, je lui dis, écoute, c'est toi qui vas appeler pour dire qu'on change d'oncologue parce que j'ai plus la force.
Et j'ai même plus envie de me battre avec elle. J'ai plus envie de me battre Mmh. avec elle. Et donc, j'ai changé. J'ai eu la chance de tomber sur un oncologue assez extraordinaire. Qui a changé la donne, du coup. Qui a changé la donne, qui a probablement changé ma vie aussi. Une fois que les gros traitements sont terminés, du jour au lendemain, en fait, pendant quasiment un an, vous êtes suivi, accompagné limite tous les jours. Et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Et les gens se retrouvent tout seuls. Et alors là, c'est comment je fais? Et on vous dit, bah, reprenez votre vie d'avant. C'est simple. Mmh. Ok, qu'est-ce que je fais maintenant avec un corps qui n'est plus le mien, l'enclume au-dessus de la tête, et en fait, c'est ce suivi thérapeutique qui devient hyper important chez les praticiens de médecine douce, mais c'est Mais complémentaire on voit ce aussi. problème de suivi, on le voit aussi en postpartum, sur un sujet moins grave. Vous êtes enceinte, on vous suit tous les mois, toutes les 2 semaines, entre la sage-femme, l'échographiste, le truc, le machin, on vous suit tout le temps. Tout le monde vous met sur un piédestal parce que vous êtes enceinte. Le jour où vous accouchez, on vous laisse vous débrouiller. Alors, chez certaines femmes, ça match. Il y en a qui font des petits baby blues, et puis il y en a qui font des réelles dépressions postpartum. Et on va leur dire, mais vous n'avez pas l'instinct maternel, vous n'êtes pas une bonne maman, vous n'aimez pas votre enfant. En fait, je suis juste Ou sinon, c'est larguée. juste, c'est la descente d'hormones, Ouais, ça sauf va que passer. c'est une vraie dépression profonde et elle doit être prise en charge. Et quand quand je reçois les mamans en cabinet qui viennent d'accoucher, donc qui marchent souvent, voilà, il y a l'épisiotomie, il y a les déchirures, il y a la césarienne, il y a aussi les douleurs, le poids en trop, parce que vous accouchez, il faut tout de suite perdre le poids que vous avez pris pendant votre grossesse. Euh, et en fait, on vous dit, OK, vous accouchez, dans 6 semaines, vous faites la rééducation du périnée, donc ça vous prend 1 mois et demi, du coup, sur 2 mois et demi de congé mat. Puis Et après, après, c'est vous les reprenez le abdos. travail, mais il faut, voilà, la rééducation des abdos, essayez d'allaiter, et puis entre-temps, ben, prenez soin de vous. Mais il y a des mamans qui pètent un Et câble, dormez en même temps que le bébé. ce qui est très Hein, facile. donc, on se lave pas, on va pas aux toilettes. Mais Et, très et en simple. fait, il y a des mamans qui arrivent, qui ont des traumatismes liés à leur accouchement. Il n'y a aucun suivi psychologique. Des mamans qui sont parties en césarienne d'urgence, où la dernière chose qu'elles ont entendue avant qu'on les anesthésie généralement, c'est le bébé, l'espérance de vie du bébé est mise en jeu, pronostic vital, et elles s'endorment avec ça. Elles se réveillent, elles n'ont pas vécu l'accouchement, elles ont un bébé à côté d'elles, elles ne savent pas ce qui s'est passé. Traumatisme aussi chez les maris qui voient leur femme, leur enfant déjà décédés, des accouchements qui se passent pas comme prévu, où il y a des violences gynécologiques, parce que ça c'est pareil, et où du coup les femmes peuvent développer après des accouchements traumatiques du vaginisme, qui va leur empêcher d'avoir euh, d'avoir d'autres enfants si elles le souhaitent. Ça aussi, le vaginisme, on n'en entend pas parler. Beaucoup en cancer. Beaucoup D'accord, post-cancer. d'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, les traitements assèchent tellement tout que ça assèche énormément aussi toute la partie génitale. Et il y a des sécheresses intimes extrêmement importantes et les relations deviennent insupportables pour certaines femmes qui refusent catégoriquement. Donc il y a les divorces, il y a plein de choses qui se mettent en place, mais qui refusent catégoriquement d'avoir des relations sexuelles tout le reste de leur vie. Parce qu'en fait, ce C'est sont douloureux. des douleurs extrêmes Mmh. qu'on ne peut pas forcément imaginer, mais des douleurs extrêmes. Et en fait, elles mettent un point d'honneur à se dire, voilà, plus personne n'ira voir. Limite, elles vont même pas faire les examens Mmh. gynécologiques parce que justement, les douleurs sont trop Mais intenses. ça, c'est un problème qui est de plus. Alors, on sait aujourd'hui que c'est lié. Il y a différents types de vaginisme. Hein, ça peut être primaire, secondaire, si on a eu des traumatismes sexuels dans notre Bien vie, sûr. ou post-traumatique chirurgie ou pathologique. Euh, le souci, c'est qu'aujourd'hui, ces femmes-là, il n'y a pas de suivi. On vous dit, mais il n'y a rien, tout va bien. Oui, mais du coup, il y a des femmes qui tombent enceintes grâce à la méthode pipette. Encore aujourd'hui, en 2024, parce que personne ne les écoute. Et ben en fait, c'est des femmes qui donc, ne peuvent pas avoir de rapport, qui prélèvent le sperme de leur Ok. mari et qui se l'injectent. Et en fait, on se dit, mais le suivi de ces femmes sont où? Alors, dans les femmes que j'ai pu suivre de vaginisme, il y a aussi un côté environnemental, traditionnel, ethnique, Aussi. etc. Mais tout ça, ça joue et on se dit, mais qui est à l'écoute de ces femmes-là? Quand on a une femme qui vient d'avoir un bébé, qui arrive à votre bureau, qui pleure parce que elle a très mal et que elle devrait plus avoir mal à son épisiotomie, et qu'en fait avec différents processus, elle va avoir différents gynécologues qui disent il y a rien, et qu'elle tombe sur le bon gynécologue qui lui dit mais madame, on vous a fait le point du mari, donc là faut réouvrir et faut réopérer. Aujourd'hui, c'est considéré comme une erreur médicale. Vous pouvez porter plainte contre l'hôpital qui vous a fait
ce point supplémentaire. Parce que c'est très amusant. Parce que c'est très bien pour le désir de votre mari. Non, mais là, on s'en fiche, en fait. Là, C'est vrai? oui, mais il y a des... Ah, si. Alors, aujourd'hui, ça refait surface parce qu'il y a de plus en plus de témoignages de femmes qui se libèrent. Parce qu'aujourd'hui, on libère la parole de la femme face aux violences gynécologiques, face aux violences médicales. Mais avant, on n'avait pas cette libération de la parole. Donc, la femme n'avait pas sa place pour témoigner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend des choses qui paraissent exubérantes, mais qui existent encore. Moi, j'ai une patiente qui a porté plainte contre l'hôpital où elle a accouché il y a 5 ans, et ils lui ont donné des dommages et intérêts. Parce que c'est considéré comme une erreur médicale. Est-ce que c'était fait volontairement ou pas? On On ne ne sait saura pas. jamais. En tout cas, c'est son métier. Et normalement, il n'est pas censé, la personne qui fait ça n'est pas censée le faire. Après, voilà, on n'accuse personne tant qu'on n'a pas de preuves sous les yeux. Mais ça existe. Et en fait, ces femmes-là, elles sont démunies parce que personne ne les écoute. Mais en fait, comme on dit, la vie sexuelle, quand on a des problématiques, ça engendre sur le couple. Si demain vous vous séparez, vous vous retrouvez mère célibataire, avec en plus des défaillances du système parce que ça bug, il y a Et quelque qu'on ne chose comprend pas. et qu'on ne comprend pas, il y a un message d'erreur, mais on vous dit. Et puis vous restez comme ça et ça fait 20 ans que vous n'avez pas vu de gynécologue et ça choque personne, en fait. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de sous-estimer toutes ces choses-là. Y a des femmes qui accouchent, qui ne veulent plus jamais qui ne veulent plus jamais qu'on les ausculte, qui ne veulent pas avoir de rendez-vous de vérification parce qu'en fait, on les a charcutées. J'ai une patiente, 5 fois, on l'a recousue. Une jeune femme, elle a eu un bébé avec un petit poids. Malheureusement, elle a été déchirée. Et en fait, à chaque fois qu'il recousait, ça s'enlevait, etc. Elle est partie au bloc en anesthésie générale. Mais avant la 5e fois, elle a eu 4 reprises. C'est pas comme ça qu'on imagine sa maternité, c'est pas comme ça qu'on imagine son Bien sûr que non. accouchement. Bien qu'on sait qu'il peut y avoir des difficultés. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je fais au cabinet, et les patients sont contents, c'est que j'ai remarqué que toutes ces choses-là, parce qu'on idéalise hein, la fertilité, le fait de tomber enceinte, les gender reveal, les baby showers, le fait d'avoir un enfant, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Mais on passe par des choses qui sont pas forcément pour tout le monde magnifiques. On n'en parle pas. Donc moi, j'en parlais un peu avec les femmes au cabinet. Et puis un jour, je me suis dit, OK, on va mettre en place un atelier. Et donc, j'ai mis au sein du cabinet en place un atelier qui dure à peu près 2 heures. Je suis en partenariat avec une sophrologue. Et en fait, on parle de tout ça. On parle des tabous. On parle de la reprise de la vie sexuelle. On parle d'épisiotomie, de césarienne, de choses qui se passent bien, de choses qui se passent moins bien. Et on rigole. Et on voit un peu tout ce qui est possible. Comme ça, le jour où elles partent en maternité pour accoucher, elles peuvent être surprises parce que voilà, mais elles savent. Les possibilités, c'est ça. Et voilà par qui je peux être accompagnée, et voilà moi ce que je peux faire dans mon cas. Et après, on fait toute une partie sophrologie pour se détendre et pour apprécier aussi ce moment qui est la grossesse lorsque ça se passe bien. Mais du coup, c'est hyper important de sortir des sentiers battus et de se dire, OK, on va chercher les tabous là. Là, on Et de va parler de prononcer les choses. mots, même s'ils font peur. Voilà. Il y a des femmes qui, après une pathologie, un traumatisme, un accouchement, vont reprendre des rapports hyper rapidement. D'autres qui vont mettre 1 an. Et on va leur dire, ton mari va te tromper hein, si tu continues. Bah, elle a peut-être un blocage, cette dame. Peut-être qu'elle a besoin qu'on l'écoute, qu'on l'observe, non, qu'on la regarde, qu'on la touche différemment. Et parce qu'après un cancer, parce qu'après une grossesse, parce qu'après les Un événements de la vie, traumatisme. on a besoin d'être considéré comme autre chose qu'un corps. On a une âme, et cette âme, elle a besoin d'être nourrie aussi. Et ça passe par les praticiens et l'environnement qu'on a autour, les collègues de travail, les amis, le mari, les enfants. Et c'est important de percer les abcès qui restent parce qu'il y a trop de sujets encore qui sont tabous alors que c'est la vie, quoi. On va s'arrêter Ouais. là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Pourquoi j'ai choisi d'être ostéopathe? Alors, ça a commencé comme beaucoup d'ostéopathes. Je voulais être médecin. Je voulais être médecin, et plus précisément chirurgien pédiatrique. D'accord. Voilà, j'ai toujours aimé les enfants. Et mon rêve, c'était de sauver, surtout de faire de l'humanitaire. Sauver des enfants qui n'avaient pas les moyens d'être sauvés. Et je suis rentrée en médecine, j'ai fait ma première année, qui a été, en fait, où j'ai vu que les gens qui faisaient médecine n'étaient pas tous empathiques, ne faisaient pas forcément médecine pour les bonnes raisons. Et c'est une année qui est extrêmement difficile, on le sait. J'ai pas honte de le dire, hein, j'ai pas eu de très très bons résultats malgré mon investissement. Et on m'a dit, tu peux redoubler pour essayer d'avoir passé en deuxième année ou changer de voie. J'ai changé de voie. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire?
Et je voulais absolument rester dans le contact avec le patient parce que c'était important pour moi et je voulais aider. Et dans ce cas-là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire en dehors de la médecine où on aide les gens? Et ma mère m'avait toujours dit que j'avais des mains de fée. Alors du coup, je me suis dit, bah, je vais me renseigner sur l'ostéo. J'avais été qu'une fois pour une grosse douleur, un blocage. Je m'étais retrouvée paralysée dans mon lit en fait. J'étais obligée de sortir de mon lit comme ça. Et ils m'ont trouvé une malformation cervicale et c'est de là que... Bah, d'ailleurs, ils ont cru que j'avais un cancer du poumon lié à cette malformation. Et en fait, ce n'était qu'un bout d'os. Voilà. Et donc, je me suis renseignée. Je me suis dit, bah, je vais m'inscrire. Je vais découvrir. Et en fait, malgré ce qu'on pense, l'ostéo, c'est un cursus qui est assez difficile. On voit beaucoup d'apprentissage de la sémiologie, la traumatologie, l'anatomie, la biomécanique. On a beaucoup d'apprentissage par cœur. Mais ce qui était génial, c'est qu'on apprenait à toucher dès la première année. Et à partir de la 4e année, on avait une clinique intégrée à l'école et on pratiquait sur des patients, on était supervisés. Puis en 5e année, on a quasiment plus de la pratique. Et après, on se retrouve en cabinet. Et moi, j'adorais les études que j'avais faites parce qu'il y avait tout le côté médical et le côté patient. Quand je me suis retrouvée dans mon cabinet pour la première fois toute seule, donc au début, j'étais en collaboration, et quand j'ai ouvert mon cabinet, et que je me suis retrouvée avec le premier patient, la pression. Et en fait, euh, quand je pose mes mains sur un patient et que je réussis à le soulager, j'ai réussi ma journée en fait. J'ai pas fait de mal, j'ai essayé de faire du mieux que je peux. Parfois ça fonctionne, parfois il faut plusieurs séances parce que l'ostéopathie c'est pas de la magie. Mais en fait, le patient repart avec le sourire et vous avez pris du temps pour lui. Et moi, le fait d'avoir du temps, c'est épanouissant. Donc après, on continue à se former pour avoir encore approfondir certains sujets. Ça n'en finit jamais, d'ailleurs. C'est ça qui est génial. Et c'est ce que je disais au départ pour conclure, c'est qu'en fait, chaque patient vous apprend quelque chose. Donc dans votre journée, si vous avez 10 patients, si vous avez 2 patients, vous apprenez quelque chose de chacun. C'est ça. Et j'avais un prof qui était exceptionnel, qui nous disait, pour être un bon ostéopathe, il faut avoir de l'humilité. Parce que quand on a un cabinet qui se remplit, les ostéos qui croient, oh, je suis bon, oh, je suis bon. Non, t'es bon parce que tes patients viennent. Si t'as pas de patients, personne ne sait que t'es bon. Et si tu deviens arrogant, t'es pas bon. Voilà. Donc on garde l'humilité, on prend soin des patients, et après c'est devenu une passion en fait. Le matin, alors comme tout le monde, hein, des fois je suis fatiguée, j'ai envie de rester dans mon lit ou partir en vacances, siroter des cocktails. Et une fois que j'arrive à mon cabinet, je suis bien. Je sais que dans ma journée, en fait, je vais passer une bonne journée. Après, des fois, on a des patients qui sont pas forcément très agréables, comme partout. Mais enfin, 99% du temps, c'est du plaisir. Donc, je ne regrette pas. J'aspire à pouvoir quand même faire de l'humanitaire tout en se servant de l'ostéo. Mais je suis ravie d'avoir raté médecine, en fait. Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci pour ce d'avoir permis de partage. m'exprimer. Merci à vous d'être venus. Ouais.